C'est une proposition qui a été faite depuis plusieurs années et que j'ai portée durant la campagne présidentielle. J'ai donc demandé à ce que le gouvernement prépare un projet de loi qui ouvrira la possibilité du mariage aux couples homosexuels. Allô? Maman. Mathias, mon chéri, est-ce que je peux mettre ma tarte au four et te rappeler d'ici une demi-heure? Non. Parce que dans une demi-heure, j'ai un rendez-vous. Bon, alors je t'écoute. Et je pense pas qu'on vous laissera rentrer, hein? Eh ben, on va essayer quand même. Et vous pourrez jamais filmer le déjeuner. Et ça, on sait jamais, maman. Mais alors pourquoi est-ce qu'on se donne pas plutôt rendez-vous là-bas, vers 12h30? C'est quand même plus logique, hein? Mais non, mais je t'ai déjà expliqué. C'est pour le truc de Cinoche. On va faire un plan de toi dans la rue. On va faire un plan de toi dans le métro. Parce que ça se trouve, c'est tout ce qu'on aura. J'espère ne pas devenir l'héroïne du film, quand même. Mathias, c'est quoi ces chaussures trouées au bout, là? Je dois faire des courses. Mathias? Ils sont en train de mourir vraiment là. Ah non, mais attends. Monsieur le Président de la République. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Ça va, Constance? Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Bien? Bon, je souhaitais que nous puissions avoir, dans le cadre le plus agréable possible et en même temps avec toute la liberté indispensable pour cet échange, une vision de ce que nous pouvons attendre du débat qui va s'ouvrir sur le mariage, mais surtout l'adoption. Je pense que c'est Allô? Allô, maman. Oui, Mathias. Je te dérange pas longtemps. C'est au sujet du déjeuner d'hier. Oui. J'aurais besoin que tu me racontes ce qui se passe lorsque la porte se ferme. Quand la porte se ferme? Quand la porte se ferme, on nous a désigné nos places et donc c'est une table où il y a peut-être quand même une quinzaine de personnes. Il avait invité des sociologues, des psychiatres, psychanalystes, des juristes pour prendre la température, je dirais, sur le mariage pour tous, le projet de loi. T'as senti un peu quelle était sa position? Alors, absolument impénétrable.
souriant et impénétrable. Chacun va essayer quand même de faire passer, comme on dit, un message avec l'espoir que ça marquera l'oreille présidentielle. Parce que le projet, on ne l'a pas vu, mais il est annoncé. Donc c'est la fébrilité des débats jusqu'au Conseil des ministres le 24 octobre. D'ici là, tout le monde essaye de modifier le projet le plus possible. Une fois qu'il est présenté, c'est cela qu'ils vont défendre à l'Assemblée. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, une petite phrase de quelques mots qui sera inscrite dans le Code civil et qui va marquer l'avènement du mariage homosexuel. Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Le Premier ministre a aussi indiqué que le projet de loi serait adopté en Conseil des ministres dans 3 semaines exactement. C'est une révolution du droit et une révolution des mœurs. Mais dis-moi, ça s'emballe pas mal, les journalistes, là. Ça y est, le débat est parti. J'ai fait une tribune dans l'UMA, plus la tribune signée, plus l'interview dans le nouvelobs.fr. Donc maintenant c'est parti, et puis ça va pas s'arrêter tout de suite. D'ailleurs, j'ai lu tous les articles. Alors, qu'est-ce que tu as pensé? C'est bien. Après, moi, je dois parfois lire plusieurs fois la même phrase pour bien comprendre. Ah bon? C'est un peu... Et c'est assez complexe, mais sur le fond, quand on y pense, c'est pas des choses compliquées dont je parle. Eh bien justement, comme je t'ai dit, pour le film, on aimerait quelque chose de moins technique. Oui. Alors, j'ai branché mon petit enregistreur. Mais attends, tu veux pas que je te refasse un topo sur le mariage? Je l'ai fait 1000 fois. Je comprends pas ce que tu veux. C'est simple. J'entends partout, on va détruire le mariage, c'est le pilier de notre civilisation depuis la nuit des temps. Est-ce que les mariages de nos ancêtres étaient les mêmes qu'aujourd'hui? Bien sûr que non, c'est pas du tout les mêmes mariages. Le mariage, ça n'arrête pas de changer. On peut prendre, si tu veux, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère et moi. Donc, mon arrière-grand-mère, elle est née dans une région très pauvre du Morvan, un petit village de Cussy-en-Morvan. Elle était devenue une lavandière qui faisait le linge dans une grande famille bourgeoise. Je ne connais pas tous les détails, mais elle a été mise enceinte par son patron. Et le patron, évidemment, non seulement il ne l'a pas épousée, mais il a refusé de reconnaître l'enfant. Et à l'époque, toute femme qui était censée avoir une vie sexuelle et encore pire des enfants sans être mariée, c'était une pute. Hein. C'était la honte. Le problème de mon arrière-grand-mère, c'est qu'elle n'était pas mariée. Et en dehors du mariage, on était renvoyés du côté des filles perdues. Je sais qu'elle a dû revenir dans son village pour y éduquer sa fille, celle que j'appelais Mémé, c'est-à-dire ma grand-mère à moi. Aujourd'hui, on dirait, mais un enfant n'a pas à payer pour les fautes de ses parents, entre guillemets. Mais à l'époque, on trouvait ça normal. Hein. Les enfants bâtards, ils étaient des parias sociaux. Ils étaient l'incarnation d'une transgression sociale. Et donc, Mémé, ma grand-mère, elle a porté ça toute sa vie comme un grand fardeau. Ma grand-mère n'a eu qu'une idée, c'était de rattraper en quelque sorte la tâche qu'il y avait sur sa naissance. Alors, elle s'est mariée, et le mariage, ça vous donnait un statut social honorable. Elle fait 7 enfants. La dernière des 7 enfants, c'est Yvonne, ma mère. Donc maman, elle est tombée amoureuse de mon père à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et alors que manifestement, le mariage de ma grand-mère, c'était un mariage d'insertion sociale. Le mariage de maman, c'est le mariage d'amour, avec toutes les contradictions du mariage d'amour de l'époque, parce que quand elle a connu papa, elle avait déjà un métier. Et elle est devenue mère au foyer.
ce qui n'était absolument pas dans son tempérament. Je trouvais ça, il n'y avait rien de plus emmerdant que ces trucs domestiques, s'occuper de la maison, de la nourriture. Elle le faisait, hein, mais ça la passionnait pas. C'était une intellectuelle, ma mère, vraiment. Donc moi, j'arrive à l'âge adulte en plein dans l'explosion de mai 68, de critiques justement du mariage, etc. On disait, la famille, elle peut aussi exister en dehors du mariage. Boulevard Saint-Germain, les pavés de l'émeute volent. J'avais envoyé une grande lettre à mes parents pour leur expliquer pourquoi j'étais contre le mariage. Moi, j'appartiens à la génération qui a voulu s'émanciper de l'obligation de se marier. Ce qui compte, c'est la relation, le contenu même de la relation. Le mariage, c'est se caser, c'est un rite bourgeois. Enfin, c'était vraiment dans ces années de révolte contre le mariage. Je rencontre Michel qui avait déjà 2 enfants et qui allait divorcer. C'était vraiment une rencontre d'amour immense qui s'est imposée à nous. Et on a décidé de se marier. Mais je croyais que vous vous en foutiez de vous marier. Eh ben oui, on s'est mariés pour des questions pratiques parce que j'étais professeur dans un collège. Les points que j'allais gagner par ce mariage de rapprochement de conjoints, je pourrais travailler près de Paris, voilà. On n'a invité personne, il y avait juste 2 témoins, on n'était pas en habit de mariage, notre 2 chevaux a une contravention pendant qu'on était à la mairie. On montrait bien que ça n'était pas important. Maintenant, je soupçonne qu'en fait, c'était un peu du chiquet, parce que je crois que j'étais très contente de me marier. Et après avoir attendu longtemps d'être enceinte, c'est quand on a décidé de se marier que j'ai été enceinte dans le mois qui a suivi. J'ai toujours dit, c'est bizarre. Et tu vois, là, Mathias, rien que cette histoire sur quelques générations montre que les enjeux du mariage, le sens du mariage, ça a changé. Alors, ce qui n'avait pas changé, c'était qu'un mariage, c'était toujours l'union d'un homme et d'une femme. Tu dois faire attention à ne pas faire un film sur ta mère. Mais ça, je crois que tu vas le comprendre. Non mais, je crois que je l'ai compris. Mais il faut comprendre aussi que c'est aussi un film sur ma mère. C'est peut-être ça aussi le truc qui est là. Oui, je devrais faire un film. C'est la conférence de la pauvreté, là, qui démarre. En décembre. Oui, c'est en décembre, ça va, t'as le temps. Bien, mes chers collègues. L'Assemblée a été saisie hier du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe qui a été présenté au Conseil des ministres hier matin. Dans ses dispositions relatives au mariage et celles relatives à l'adoption, la commission des lois de notre Assemblée débute donc aujourd'hui son étude. Ce texte vise à assurer une reconnaissance républicaine du libre choix matrimonial des individus qui le souhaitent au nom de l'égalité des droits. C'est une belle ambition, d'autant que le mariage est codifié dans le Code civil depuis 1804, sans que ni sa signification ni sa vocation ne soient explicitées. Je crois que la sociologie peut apporter sa pierre à la discussion si elle nous incite à comprendre que nous vivons des changements qui s'inscrivent en fait dans une très longue histoire.
nous avons vécu un bouleversement du sens du mariage. Le mariage n'est plus le seul et unique fondement de ce qu'on appelait la vraie famille. Et aujourd'hui, il est vécu principalement comme l'institution d'un lien de couple. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur LCP. Suite des auditions sur le mariage pour tous à l'Assemblée nationale. Les sociologues étaient entendus par les députés de la Commission des lois. Et des auditions qui vont durer tous les jeudis jusqu'à Noël. Et le projet de loi provoque déjà la fronde de certains élus. Plusieurs centaines de maires ont fait savoir qu'ils refuseront de célébrer de telles unions au risque de se mettre hors la loi. Le mariage, ça doit être l'altérité, mâle-femelle, femelle-mâle. C'est structurel dans nos sociétés, et ça, quelle que soit la société. Il y a toujours eu des homosexuels, je les respecte, mais de là à changer des lois structurelles de société permanentes depuis des siècles et des siècles, voire des millénaires, il y a un pas que je ne franchirai pas. Et puis l'actualité de ce week-end sera aussi dominée par les manifestations contre le mariage pour tous. Les opposants se sont mobilisés dans toute la France. Un mouvement anti avec une égérie haute en couleur. Brigitte Bardot, visage médiatique de cette manifestation. On va supprimer le mariage, on va en imposer une nouvelle forme à tous les autres, à 98% de nos congénères qui demain, dans ce code civil, mais dans tous les codes français, ne seront plus ni hommes, ni femmes, ni père, ni mère. Merci, nous aimons les musulmans. Et maintenant, je passe la parole à Lionel Lombroso. Il a fondé David et Eugéna. Il est juif, il est athée, il est de gauche et il est pour le mariage civil et la filiation PME, père, mère, enfant. Tout à fait, Frigide, merci. Et comme le disait notre camarade Kamel Béchik, je suis ici aussi pour témoigner que ce mouvement est trans-religion, trans-opinion politique. Je suis juif et athée, et lorsque le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, le premier comme voix majeure, s'est élevé en publiant un très beau texte de 25 pages, je n'ai rien trouvé à y redire, tout m'a parlé, et notamment sa conclusion, qui disait « Je veux vivre dans une société où ce qui se joue d'extraordinaire dans la rencontre d'un homme et d'une femme continue d'être institué par une institution et un mot bien particulier. » Oui, Mathias, ton père dort déjà. Il y avait du monde à ces manifs, non? Mais ouais, il y avait du monde. Et ils avaient l'air comment, ces gens? Ils avaient l'air... il y avait des familles, pas mal d'enfants. Mais demain, j'irai voir la manif des autres, des intégristes. Là. Ah oui, ça va être gratiné, ça. Mais je vais pas parler trop longtemps parce qu'il y a Michel qui dort à côté de moi. Bon, je te fais des gros bisous, Mathias. Je te rappelle demain pour te poser ma question. D'accord, d'accord, d'accord. Embrasse Violaine, ciao. Alors, je me demandais pourquoi ça arrive maintenant que les homosexuels revendiquent le mariage. Alors, il faut revenir dans le passé. Quand le mariage était l'institution donc de la famille, que faisaient les homosexuels? Autrefois, les homosexuels se mariaient avec une personne de l'autre sexe, avaient des enfants, connaissaient les joies de la transmission et de la paternité ou de la maternité, et leur vie sexuelle, ils la vivaient secrètement en dehors. Ils avaient une double vie. Et puis, ma génération, la génération du baby-boom, ça a été celle de la sortie du placard.
Mais en même temps, justement, on cessait de faire une famille, de se marier, d'avoir des enfants et puis d'avoir une double vie. Mais c'est l'histoire d'une génération. Parce que ça n'allait pas durer que 5 ou 10% de la population, qui est à peu près la proportion d'homosexuels dans une société, n'ait pas d'enfants. Ça n'a jamais été des personnes stériles. Ça n'a jamais été des personnes insensibles aux joies de la paternité ou de la maternité. Ça n'a jamais été des personnes insensibles au fait qu'on est des mortels et que par les enfants, on transmet quelque chose qui va vous survivre. Et ce qui devait arriver, arrive. Le désir de paternité ou de maternité qui a été refoulé le temps d'une génération est revenu. C'est normal, c'est logique. Simplement, il est revenu en disant, être père ou être mère, pourquoi renoncer? Et pourquoi pour autant se cacher? Favorable à 60% au mariage, donc pourquoi des débats si passionnés? Est-ce que la France est homophobe? Alors je dirais non. La France n'est pas homophobe. Tous les moins de 50 ans donc, il y a un problème générationnel. Tous les moins de 50 ans sont très favorables. Il y a un vrai changement de notre pays sur l'homosexualité. Bien sûr, si on dit, voilà, ça a toujours été l'union d'un homme et d'une femme, tout à coup, ça peut devenir l'union de deux hommes, l'union de deux femmes. On a l'impression que c'est un séisme. Mais si on dit, attention, très progressivement, le mariage est devenu l'union d'un couple. Et un couple, au fond, nous avons institué un couple de même sexe il y a 13 ans. Et donc, est-ce que ça a supprimé la différence des sexes? Oui, pas du tout. De même, on a appris à penser aussi aux autres pays. Regardez l'Espagne, des pays qui ont été très bouleversés il y a 7 ans ou plus. Et aujourd'hui, personne ne veut revenir en arrière. Donc je crois que nos concitoyens sentent ce mouvement et que pour ceux qui se posent des questions, en particulier sur la filiation, sur l'adoption, etc., sur la procréation assistée, eh bien, il faudra effectivement continuer d'apporter des réponses, ne pas sous-estimer le trouble qui existe, mais apporter des réponses qui rassurent, qui montrent qu'on peut s'entendre sur ces sujets. Tu t'es présenté? Bonjour. Irène. Bonjour. Donc, voilà Eric, enfin, mon futur mari, mon futur époux, le futur papa légal. Depuis le temps que je lui ai dit que je voulais vous rencontrer. Ben voilà, ça fait en manifestant. Ça fait très plaisir. Moi aussi, merci. Et que ça fait du petit. Il est avec des amis, là, il est là. C'est bien? Non, pas de problème. Voilà Bartholomé. Bonjour. Ça t'impressionne, hein, bonhomme, hein? Oui, c'est impressionnant. Ah, ça Il y a un t'impressionne? monde fou. Bonjour Bartholomé. Il y a plein de monde, hein. Tu te demandes ce que c'est tout ce monde-là.
La ministre de la Famille, Dominique Bertinotti, était sur notre antenne ce matin. Elle insiste sur le besoin de sécurité juridique des enfants qui vivent déjà dans des familles homoparentales. Écoutez. Cette loi, je tiens à le dire, est une avancée pour tous et va permettre la sécurisation juridique de nombre d'enfants qui vivent déjà dans des familles homoparentales. Frigide Barjot, vous en faites quoi de ces enfants qui vivent déjà dans des familles homoparentales? J'en fais qu'effectivement, il y a certainement aujourd'hui des lacunes et des revendications qui sont parfaitement légitimes, mais il n'y a pas besoin de changer tout le code civil pour ça. On peut partager l'autorité parentale, on peut la déléguer. Maintenant, il y a des enfants qui sont faits par des couples homosexuels avec un donneur anonyme de sperme, et c'est le conjoint qui demande à avoir une parenté, une filiation. Eh bien, nous pouvons donner des droits équivalents sans transmettre la filiation, parce qu'un enfant, cher ami, n'est pas né de 2 hommes, ni de 2 femmes. Maman, alors j'ai une nouvelle question à te poser. Est-ce que tu as un petit peu de temps à m'accorder? Pas très longtemps, parce que ton père est allé acheter je sais pas quoi, des yaourts Naminova au chocolat et des poissons panés pour les filles. Quand il va rentrer, je serai toujours en pyjama, il va m'engueuler et tout ça. Ok, donc il n'est pas là. Et il n'est pas là. Donc profitons-en. Oui, mais pas longtemps. Ok, donc j'ai une question toute simple, c'est comment est-ce qu'on fait les bébés? Comment est-ce qu'on fait les bébés? Alors, on les fait d'abord à l'ancienne sous la couette. Ça, cette méthode marche encore pas mal. On fait encore beaucoup des enfants en faisant l'amour. Ça, c'est sûr. Après, il y a la question des bébés qu'on fait pour résoudre des problèmes d'infertilité divers et variés, en séparant la sexualité et la reproduction. Attends. On va reprendre au tout début. Depuis toujours, les hommes ont fait des bébés. Et depuis toujours, ils ont eu des problèmes pour en faire. Ça n'arrivait pas quand on voulait. Parfois, ça n'arrivait pas du tout. C'est pas pour rien que dans toutes les religions traditionnelles, il y a des prières à des déesses de la fertilité, par exemple. Si on remonte au Moyen-Âge, quand un couple n'arrivait pas à faire un enfant, il y a toujours eu des solutions sociales qui étaient secrètes, mais qui étaient quand même connues, qui consistaient à avoir un enfant d'un autre homme en le faisant passer pour un enfant du mari. De même, les dons d'enfants se faisaient, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants non voulus dans le passé. On avait 8 enfants et le 9e, on le donnait à une sœur, à une voisine, qui, elle, était en mal d'enfant, comme on disait. Alors tout ça était tout à fait interdit, mais ça se faisait dans le secret. Et puis, au XVIIIe siècle, il y a l'invention de l'insémination artificielle. Il y a un chirurgien écossais en particulier qui est connu pour avoir inventé cette méthode. On a plusieurs récits qui vous racontent les premières fois qu'on a pris du sperme dans une canule, qu'on a injecté pour que ce sperme imprègne un utérus et que, sans rapport sexuel, une fécondation soit produite. Dès la fin du 19e, on sait que ça a été utilisé, et non pas avec le sperme du mari, mais avec celui d'un donneur. Un chirurgien de Philadelphie a raconté comment il a imprégné une femme avec le sperme, non pas de son mari, mais d'un étudiant en médecine. Et aux surprises, le mari était enchanté de ce subterfuge qui lui a permis d'avoir un garçon dont tout le monde était sûr qu'il était son fils.
tout le XXe siècle, cette insémination artificielle s'est pratiquée de façon un peu clandestine dans les cabinets des gynécologues parce qu'elle était condamnée par l'Église. Et en France, par l'Académie des sciences morales, qui considérait que c'était une façon d'introduire une sorte d'enfant adultérin dans la famille. C'était une pratique immorale. C'est devenu légal parce que il y a eu un changement au fond. C'est que on a inventé une nouvelle technique, la cryoconservation du sperme. Donc le grand changement, c'est les banques de sperme au départ, parce qu'elles permettent de faire la même chose qu'avant, mais en dissociant le moment du don de sperme et le moment de son usage. C'était plus l'homme caché dans la pièce à côté, c'était des dons recueillis, tout un stock de paillettes congelées qu'on pouvait analyser, étudier pour voir si elles ne transmettent pas des maladies, et puis surtout anonymiser. Alors là, je parle que de l'infertilité masculine. L'infertilité féminine, ce qui a fait vraiment changer les choses, c'est la fécondation in vitro. Tout se passe dans une éprouvette par la rencontre d'un ovule qu'on a prélevé et d'un spermatozoïde qu'on met en contact avec cet ovule. Ensuite, une fois que l'embryon est fabriqué, on va le transférer dans l'utérus et on va espérer, attendre qu'il s'implante, parce que ça, on ne sait pas l'implanter de force. Une femme qui ne peut pas porter d'enfant, ça existe aussi. C'est des femmes qui peuvent très bien faire des embryons, mais qui ne peuvent pas les porter parce qu'elles n'ont pas d'utérus, ou elles ont un utérus anormal, du fait, par exemple, d'un traitement qu'a pris leur mère, le Distilbène, ou à la suite d'un accident. Dans ces cas-là, il faut recourir à une gestatrice pour autrui. Alors ça existe dans d'autres pays, mais en France, c'est toujours interdit. Donc les méthodes assistées par la médecine, eh bien, ont fait progresser à la fois la lutte contre l'infertilité et ont permis d'inventer, moi je dirais comme ça, ou de largement développer une nouvelle façon de mettre des enfants au monde par la coopération d'un couple et d'un tiers donneur ou donneuse. D'accord. Moi, je suis issu de la méthode traditionnelle. Oui, monsieur. Mais c'est pas des choses dont on parle avec ses enfants, ça. Parce que Michel vient de rentrer, je peux te dire que... Ah oui, il faut que je... Il faut que j'arrête de téléphoner et que j'aille m'habiller. ce que nous faisons.
Et nous sommes si fiers de ce que nous faisons que je voudrais le définir par les mots du poète Léon Gontran Damas. Mariage pour tous, le marathon a démarré à l'Assemblée. Deux conceptions radicalement différentes de la famille se sont affrontées dès l'ouverture du débat. France Inter. C'est la réforme sociétale la plus importante depuis l'abolition de la peine de mort en 1981. Christiane Taubira, la garde des Sceaux, a donné le coup d'envoi de ce marathon. On l'écoute. Nous avons donc décidé d'ouvrir ce mariage et cette adoption aux couples de même sexe. Nous sommes fiers de ce que nous faisons. Alors le texte occupera les députés jour et nuit, week-end inclus jusqu'au 12 février. Pour retarder les débats, la droite et l'extrême droite ont déposé 5000 amendements. Mais pour le moment, on n'en est pas là. C'est ce qu'on appelle la discussion générale. Dès 1804, Napoléon Bonaparte n'a-t-il pas dit au moment de la rédaction de ce code « Les lois sont faites pour les mœurs et les mœurs varient ». Le mariage peut donc être soumis au perfectionnement graduel auquel toutes les choses humaines paraissent soumises. Il faut l'homme et la femme, le père et la mère pour engendrer, guider l'enfant sur le chemin de la vie. Oui, c'est une loi de la nature, une loi qu'aucune communauté humaine ne peut abolir. Vous revenez à l'époque de Lamarck, avec l'évolutionnisme, vous revenez à l'époque de Mendel, il y a une fascination sur le naturel, sur le biologique, sur le génétique, mais il y a longtemps que les Lumières ont imprégné la réflexion philosophique, scientifique. Il y a longtemps qu'on sait ce qu'est l'environnement social. Et puis vous êtes là, vous en êtes encore à la vénération des lois de Mendel, Mendel qui travaillait quand même sur les petits pois. Vous vous placez exclusivement sur une définition culturelle. Nous pensons que la solidité de la société et la solidité de la famille va mieux avec une définition ordinaire. Mais faut-il ignorer les changements de société? Notre modèle familial a implosé. Un enfant sur deux né hors mariage. Un enfant sur quatre ne vit pas avec ses deux parents. La majorité des couples s'établissent en dehors de toute règle préalable. Les Françaises et les Français ont rejeté le modèle familial unique. Ils revendiquent, ils exigent la reconnaissance de la diversité des modèles familiaux, tout en assurant l'égalité des droits et des devoirs de toutes les formes de famille. Prenez-en de la graine, avec cette loi qui n'enlève rien à personne. Au fond, ce que je retiens de l'intervention de Mme Taubira, à la fin, où il y avait de la matière, et l'intervention de Mme Bertinotti tout le long, mais c'était pas beaucoup plus rassurant, c'est tout de même une approche essentiellement dogmatique, symbolique. Je l'avais dit en commission, mais vraiment ça me fait penser les Monty Python, David Bryan, enfin la revendication pour le principe, et si le principe ne correspond pas à ce qui est raisonnable, tant pis, on va le revendiquer parce que c'est le symbole de notre lutte contre l'impérialisme. Peut-être que la loi de la République mérite mieux que les Monty Python. C'est quoi une famille? Une famille, c'est autant qu'il est possible, un homme, une femme. Il peut y avoir ensuite les accidents de la vie qui se projettent dans la durée et qui, quand ils le peuvent, portent un projet familial et un projet parental. Moi, j'élève mon fils avec mon copain et j'ai l'impression que je suis une famille. Donc là, oui. Oui. Ouais. Vous m'avez interrogé, je vous réponds sur ce que je considère être un modèle de famille. Parce que si on a plusieurs modèles, à un moment, tout se vaut, rien ne vaut. Pour autant, je respecte les situations qui existent. Ce sont des situations que je respecte, auxquelles il faut trouver des réponses juridiques, qui pour autant... Est-ce que je suis une famille, alors? Est-ce que vous pensez que je suis une famille, avec mon copain et mon fils? Qui pour autant ne doivent pas être érigés en tant que modèle. Donc, est-ce que vous êtes un modèle familial? Non, parce que j'ai une vision simple et ordinaire du modèle familial. Est-ce qu'il y a de fait une famille? Si vous l'entendez comme cela, je ne me sens pas le droit de vous le retirer. Il n'y a pas une famille, il n'y a pas un modèle de famille. Il y a un modèle. Que ce soit hétérosexuel. Il y a un modèle et il y a une diversité de situations. Les situations peuvent et doivent être respectées, traitées même avec d'autant de solidarité et d'attention quand elles sont plus difficiles. Elles ne sont pas modèles pour autant.
dans le modèle traditionnel du 19e ou du début du 20e siècle, l'idéal, c'était que les gens doivent être mariés, mais ces gens qui sont mariés, l'idéal, c'est qu'ils aient bien fait, en effet, l'enfant tous les deux ensemble, qu'ils soient dans les deux géniteurs. Et ces deux parents doivent aussi être ceux qui élèvent l'enfant dans leur maison. Ils ne doivent jamais se séparer, ils doivent toujours élever leurs enfants ensemble. Mais plus on creuse dans les familles, plus on s'aperçoit qu'il y avait tout un ensemble de secrets de famille impressionnants. Les filles qui avaient été enceintes trop jeunes, dont on avait caché les enfants, qu'on avait quelquefois forcé à avorter. Il y avait des incestes, il y avait des séparations. Enfin, je pense qu'il y avait beaucoup plus d'opposition entre la façade et l'arrière-cour qu'aujourd'hui. Et donc, quand monsieur était stérile, madame avait recours au facteur et on planquait tout. Et dans le cas où un enfant n'était pas l'enfant biologique, les mariés étaient quand même les parents, c'est ça? Oui, bien sûr. On pensait qu'on ne pourrait jamais lever ce qu'on appelait le mystère de la paternité. On croyait que c'était un mystère à tout jamais, et on disait donc ce mystère, il est tranché par le statut du mari. C'est la présomption de paternité. Dans le Code civil, il est inscrit « L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ». Donc, seul le mariage fait la famille, c'est ça qui est le plus important. Et ce qui était valorisé, c'était le sang, les liens du sang. Et même dans le cadre de l'adoption à cette époque-là? Alors l'adoption, d'abord, il faut savoir que pendant très longtemps, l'adoption des enfants jeunes, ça n'existait pas. Ça date du XXe siècle, même des années 30. Au début, effectivement, quand on a commencé à organiser l'adoption d'enfants, on pensait que pour qu'ils soient vraiment vos enfants et pour que vous soyez vraiment leurs parents, il fallait faire comme si ils étaient vos enfants biologiques. Et c'est de là que date cette obligation juridique. On détruit l'acte de naissance de l'enfant et on le remplace par un nouvel acte de naissance, comme s'il venait de naître. À l'époque, on considère que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Ce qui paraissait le plus indestructible, c'était le lien de sang. Donc, on faisait comme si on avait un lien de sang. Depuis, les mœurs ont changé. Par exemple, un enfant adopté, on ne lui cache plus qu'il y a eu adoption. Parce qu'on a compris que c'était pas une bonne chose de mentir, de raconter des cracks et tout ça. On a permis aux enfants adoptés d'avoir accès à leur dossier, ce qui n'était pas le cas avant. On n'est plus dans le modèle unique du 19e siècle, qui, pour garantir l'honneur de la famille, était amené à mentir parfois sur la filiation. L'important, c'est d'être authentique, c'est d'être vrai. L'être humain, il a toujours eu besoin de grandir dans la généalogie pour se connaître, pour se construire, pour avoir des repères. Nous ne voulons pas d'une loi qui prive l'enfant délibérément d'un père ou d'une mère. Allez, les ballons! Non à cette loi Taubira! L'enfant a besoin d'un homme et d'une femme pour exister. L'enfant a besoin d'un père et d'une mère pour grandir en tout équilibre. Il n'existera pas un Georges né d'un Albert et d'un Victor. C'est un mensonge.
je veux dire devant tout le monde que nous avons à peu près mobilisé plus d'1 million de personnes à Paris. Voilà, je dis le chiffre. Où est la caméra? Là, là. 1 million de personnes se sont mobilisées dans la joie et dans l'amour des homosexuels. Nous avons été archi nombreux. Vous prévoyez une nouvelle mobilisation si... Mais bien sûr, si le président ne bouge pas, je vous assure que nous sommes archi mobilisés et que là, vous avez vu simplement la base émergente de l'iceberg. J'espère, non? Non, mais pas un taxi. Je pense que vous avez un portable à vous ici. Ah oui, ça c'est... Bonsoir. C'est Irène Théry. Oui. On s'est vu à la mairie. On s'était vu à la mairie. Oui, tout à fait. J'espère qu'on va continuer à débattre et à dialoguer. Mais moi aussi. Il y a plein de gens qui comprennent. Oui, ça c'est sûr, vous les aidez pas beaucoup à comprendre. Ben si. Mais comprennent pas pourquoi il y aura plus de père, il y aura plus de mère. Continuez comme ça, ils comprendront pas. Vous savez très bien que c'est le cas de la Ah oui, juridiquement. sûrement. Mais oui. Ben non. L'acte de naissance qui efface la mère, c'est pas possible. Mais non, bien sûr que non. Bon, allez, on continue. Voilà, mais continuez à désinformer. Je ne désinforme pas, vous êtes... Vous affolez les populations avec des mensonges. Avec aucun je vous assure. Il y avait une vraie fête, une vraie joie. Dites qu'on va enlever le nom de la mère dans l'acte de naissance. Continuez à dire ça. Mais c'est vrai. C'est faux. C'est juste faux. C'est un mensonge. C'est un mensonge. On n'enlève pas. Et enfin, si on l'enlève pas, s'il n'y a pas effectivement, donc il y aura 3 parents. De quoi vous parlez? Ben, si dans l'acte de naissance on n'enlève pas la mère et qu'un enfant est issu de 2 hommes, il y aura 3 parents. C'est QFD. Vous parlez de quoi? De l'adoption? De l'acte de naissance. Ben, dans l'acte de naissance. Non, mais que ça soit de l'adoption, de la PMA ou de la GPA, il faut des parents biologiques et des parents éduqués, des parents sociaux. Les enfants vont... Rassurez-vous, les enfants viennent des 2 sexes et ça va continuer. Eh bien, il faut que ça soit inscrit. Très bien. Irène, je vous propose une chose, que dans la loi, ça soit inscrit. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Ben, oui, à vous aussi, parce que vous devez être fatigué. Moi, ça va. Non, mais vous, ça sera le 28, c'est ça? Oui. Allez, à bientôt. Au revoir. Je suis un petit peu déprimée, mais par la situation, hein. Ces gens qui sont sûrs de leur bon droit, alors que moi, j'arrive pas à faire passer mes idées. Enfin, aujourd'hui, j'ai un petit coup de barre, mais c'est peut-être parce que j'ai beaucoup fait de choses. En plus, chaque fois, des trucs tendus, quoi. À Assas, avec les gens d'extrême droite, chez les notaires, c'était pas gagné d'avance. On se rend compte qu'il y a un énorme chemin à faire, quoi. Oui, c'est surtout Barjot. Elle explique toujours le même truc. Elle dit l'amour homosexuel, pas de problème. Les enfants pour les homosexuels, pas de problème. Le seul problème, c'est qui est marqué de papa plus papa. C'est qu'on dise qu'un enfant est né de 2 hommes. Mais de ce point de vue-là, elle exprime le cœur de l'opposition. Parce que pour eux, les vrais parents, c'est les parents biologiques. Tu comprends? C'est pour ça qu'ils veulent mettre leur nom dans l'état civil de l'enfant. Tu vois? Oui, mais si tu fais, il y a aussi une solution. Mais je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas parce que eux, ils veulent dire au fond. Non, mais c'est très important que tu comprennes ça, Mathias. Ben, je sais, mais tu crois pas qu'on peut faire un truc où on est un peu transparent, où on assume tout? C'est-à-dire, on dit, les vrais parents, c'est ceux qui ont voulu l'enfant, ils ont fait appel à un donneur, et le donneur reste à sa place de donneur, et ça peut pas être écrit. Mais bien sûr que si. Ben, voilà. C'est ce que je dis, c'est ce que j'ai défendu à la fin de Des humains comme les autres. J'ai même montré la formule. Donc ça veut dire juste transparence? Non. Bah, pourquoi? Parce qu'il y a 2 façons de concevoir la transparence, il faut trancher. Ma transparence, c'est pas la transparence de Barjot qui va vouloir dire que Madame Machin est la donneuse et donc c'est la vraie mère, que le donneur de sperme est le vrai père. Pour eux, les vrais parents, c'est les biologiques, et puis il y a les éducateurs. C'est comme des sortes de beaux-parents. C'est ça qu'ils disent. Et moi, ce que je dis, c'est que les parents, c'est le couple d'intention, en quelque sorte, et c'est pas le donneur. Le donneur, c'est un donneur, point barre. Et ben alors, qu'est-ce qu'on écrit dans l'acte de naissance? Les noms des parents intentionnels. Ceux qui ont voulu l'enfant, qui vont l'élever. L'identité des donneurs, elle reste dans le dossier médical, et on mentionne qu'il y a eu un don d'engendrement pour arrêter de le cacher.
Eh ben alors, il suffit d'expliquer à Barjot Mais que... il suffit pas, Mathias. C'est pas qu'ils n'ont pas compris. C'est une bagarre. C'est une énorme bagarre. Cette course ne s'arrêtera pas en chemin. Les couples d'hommes ne manqueront pas d'exiger le droit à la gestation pour autrui. Beaucoup la réclament déjà, et certains n'ont pas hésité à y recourir à l'étranger. Puisqu'on ne cesse de parler d'égalité, donc on ira chercher l'égalité entre les femmes lesbiennes et les homosexuels hommes. Et pour bon nombre de parlementaires ici, c'est une vision de la société que nous récusons. Car premièrement, on ne peut réduire la femme essentiellement à son ventre et on ne peut toujours pas se résoudre à ce qu'un utérus soit loué, voire prêté ou négocié. On nous propose des enfants en solde. Le coût normal, c'est 12 000, mais là, il faut une promotion, c'est 9 900. On nous propose des enfants pour lesquels on prévoit un coût de gestation, un coût d'avortement, si le projet parental est interrompu. Voilà ce qui figure sur le net. L'humain, oui, l'humain, mes chers collègues, va-t-il entrer dans la catégorie des biens de consommation commercialisables? Cela est inacceptable. Qu'est-ce que vous faisiez à l'Assemblée, vous? La dernière fois, on avait surtout eu des discours, et là, on voulait des discussions. Mais la droite fait de l'obstruction. Oui. Et donc, c'est interminablement la même chose. La droite prend la parole, dit PMA, GPA, et la gauche dit faux, hors sujet, et on passe au suivant. Mais ça dure des heures. J'ai pas été voir. Je suis en train, en fait, de rédiger pour Le Monde une réponse à Sylviana Gazinski. Donc, c'est une grosse échéance pour demain à midi. Et là, nous sommes en train de venir à Paris. On va prendre notre TGV avec Michel. Je suis dans la voiture, mais je ne conduis pas. Oui. Je viens d'avoir un coup de fil de la productrice de Naître Père, le film sur la GPA. Oui. Je pensais que vous voudriez peut-être venir à la première. Ouais. Vous pourriez venir filmer? Je suis pas sûr que ce soit intéressant pour notre film. Ah bon? Ouais. Et puis, on sait pas encore si on parlera des mères porteuses ou comment. Mais c'est une question d'une minute dans ton film, si ça t'intéresse. Oui, mais je suis désolé, maman, mais... Ah non, écoute Mathias, vous faites le film que vous voulez, mais je peux quand même donner mon point de vue sur tout ça. Je t'ai vu filmer pendant 4 heures des entretiens avec des journalistes. Tu fais des images, tu peux en faire aussi sur le sujet où je pense que c'est pour moi important. Le cinéma n'est pas simplement un enregistreur de la réalité, il joue un rôle dans le sujet dont tu traites. Voilà. Et je trouve qu'il joue un rôle énorme. Qu'en ce moment, ce qui fait changer, c'est les témoignages de gens filmés, Je sais, et tu as très envie qu'on fasse un film sur les histoires des familles homo, mais nous, on s'est lancé dans une autre forme qui finalement ne sera pas le film que toi tu ferais. J'ai compris ça. Mais tu m'appelles pour me dire quand même, fais-le. Je t'appelle juste à gauche, tout droit, mais oui. T'es en train de t'énerver avec papa. Tout droit, à droite. Eh ben oui. Allô? Oui. En gros, je te réponds simplement. Quand tu me dis, il faut mettre ce film dans votre film, ne serait-ce qu'une minute, etc., eh ben, je suis un peu mal à l'aise. Peut-être que c'est à nous d'aller chercher les histoires qu'on veut raconter, non? Peut-être. Je me demande si ce film, finalement, il faudrait pas mieux que je le fasse moi. Bon, je suis arrivé à la gare et je te fais un gros bisou, Mathias. Gros bisous. Elle est toujours en train d'écrire des articles. 3h du mat. Oui, mais c'est la vie, ça. Oui. Ce soir, on va au cinéma, c'est bien. Alors, il paraît qu'il y aura plein de télé. Ah. Oui, si j'ai des feuilles. T'as une grosse tâche, hein. Je le mets pas, ce truc. C'est mon truc. Je t'ai fait du café, hein, Ben. Oui, j'en veux bien. C'est mon truc de Bon, nuit. alors attends, Mathias, pousse-toi un peu. J'ai fait un truc de café, je sais pas s'il en reste, hein. C'est encore chaud, il est tiède. Toi, tu l'as vu le film, papa? Lequel? Le film de ce soir avec la mère porteuse. Non. Ah oui, j'ai vu, oui. Oui, j'ai vu, non, il est très bien, hein.
et assez émouvant, quoi. Non, le problème, c'est que ce qu'on voit dans ce film, c'est quand même, ils vont aux États-Unis à plusieurs reprises, tu vois, dans des gros 4x4 et tout, donc c'est un truc plein de fric, quoi. Ça, c'est... De toute façon, ou c'est chez les pauvres et c'est la cata, ou c'est chez les riches. Voilà. Et on dit c'est pas normal. Et ça n'est accessible qu'à une petite fraction de la population. Tant qu'il n'y a pas de choses comme ça chez nous. Oui, oui. Et toi, ça t'a fait regarder quand même la question des mères porteuses autrement? Mais non, mais Irène découvre que je la regarde autrement. J'ai jamais regardé autrement que ça. J'ai toujours été d'accord avec la procédure nord-américaine. Mais... Michel! Oui! Je te l'ai déjà dit 20 fois. Ouais. C'est toi qui inventes un truc comme le bénéfice du film. C'est incroyable! Alors ça, c'est dingue! Oui. Alors ça, c'est dément! Mais Michel, il est... Mais tu me l'as même dit quand on a vu le film ici! Oui, pas du tout. Tu disais, c'est la GPH, franchement, j'y arrive pas et tout. Oh là là, tu sais pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que je vais faire un papier sur le thème, le truc qui a changé mon mari. Bon, bah, écoute, laisse ton mari de côté dans cette histoire. Hein. Parce que le mari, il en a ras les yeux du mariage pour tous. Hein. Mon Tassou, sur la GPA, j'ai un peu l'impression que tu essaies de me faire changer d'avis, comme avec papa. Et donc, j'aimerais que tu me racontes comment est-ce que toi, t'as changé. Alors, j'avais un peu l'opinion ordinaire des gens, c'est-à-dire je me disais, porter un enfant pour d'autres, je crois pas que je serais capable de le faire, peut-être pour ma sœur, mais encore ce serait compliqué. La jeune femme touchera près de 2000 €, 3 fois le salaire moyen indien. J'étais plutôt prête à comprendre que si une femme faisait ça, c'était parce qu'elle était poussée par la pauvreté. Voilà, parce que je me disais quand même, elle leur donne son enfant, quoi. Mais moi, je veux pas avoir un jugement sans connaître. C'est un peu l'intérêt de ma passion de sociologue, c'est aussi connaître la réalité. Et donc, je me suis renseignée, j'ai lu. Au début, je n'avais pas mesuré, c'est pas du tout pareil de porter son enfant pour autrui ou de porter l'enfant biologique des autres. Dans un cas, c'est ton embryon, tu le portes et à la fin, tu le donnes au couple. Et dans l'autre cas, on t'implante leur embryon, qui a été fait par une fécondation in vitro. Et cette différence, elle est tellement énorme que toutes les femmes la comprennent. J'ai rencontré des gestatrices, je n'oublierai jamais ça. À Paris, j'ai rencontré une Américaine qui était venue témoigner de son expérience. Et j'ai été amenée à l'interroger, à lui dire, mais vous savez, en France, on considère que des personnes comme vous se sont traitées comme les esclaves des temps modernes. Elle me dit, mais ce que je leur répondrais, c'est qu'à part ma propre famille, rien ne m'a autant valorisé dans ma vie. Cette phrase, elle est inoubliable pour moi. Je la comprenais parce que je voyais ce qu'elle voulait dire. Qu'est-ce qui l'a valorisé? D'avoir porté l'enfant d'autrui. Alors qu'on pensait que c'était quelque chose qui dégrade la femme, qu'elle est traitée comme une chose, comme un animal, comme un esclave. C'est ce qui fait peur. Et elle disait, rien ne m'a autant valorisé dans ma vie. Donc elle témoignait d'une expérience qui était exactement le contraire. Donc tu as parfois complètement changé d'avis sur les sujets que tu traites. Oui, j'ai changé, mais tout le monde a changé. Beaucoup de gens n'aiment pas dire qu'ils ont changé parce qu'ils s'imaginent que c'est avoir eu tort hier et avoir raison aujourd'hui. Sur ces questions de société, de mariage, de filiation, changer, ça n'est pas passer de l'erreur à la vérité. Si c'était comme ça, on serait toujours dans l'erreur puisque le monde ne cesse de changer.
qu'elle est belle et elle est féministe, Madame Lady. Comment? J'ai dit comment? Les chercheurs et les femmes. Bonjour la France. Et ça va. Bonjour Paris. Les Champs-Élysées sont ouverts. Il y a des gens. Les femmes venues de France et de Navarre et des contrées les plus reculées ne veulent pas de ce projet de loi. Notre utérus ne sera pas l'antichambre de ce projet de loi. Avec toutes les mamans qui peuvent pousser, je vous demande de pousser. Nous ne voulons pas d'un projet de loi qui va nous obliger à regarder des banlieues brûlées parce que les enfants Il y a déjà plusieurs milliers de personnes. Tout votre raisonnement s'apporte uniquement sur des cas microscopiques de PMA et de dissimulation, etc. Ce qui me paraît, moi, vraiment, alors là... Ne soyez pas méprisant. Coupez les cheveux en quatre, coupez les cheveux en quatre. Mais vous n'êtes pas obligé de devenir méprisant avec moi. Nous parlons d'AMP. Non mais Irène, les donneurs... On parle d'AMP, je travaille sur l'AMP, ne me dites pas, vous parlez de petites choses. Non mais tu travailles sur l'AMP, Irène. Est-ce qu'il y a une majorité? Bien sûr, mais alors, on parle de sujets marginaux. Vous savez combien il y a de naissances par gestation pour autrui aux États-Unis? Donnez-moi le chiffre. J'ai peur de ça. Donnez-le-moi. Combien? Dites-moi combien vous pensez qu'il y en a. Je n'ai aucune idée. Vous n'en avez aucune idée. Moi, je le sais. Il y en a 1500 à 2000. Sur combien de millions d'habitants? 300 millions d'habitants. On parle de cas tout petits. Et vous nous expliquez que ça va être la destruction du monde pour ces cas ultra minoritaires. Donc, ça veut bien dire que mais beaucoup d'homosexuels ne veulent pas d'enfants. Ça veut dire que nous parlons de cas minoritaires. Les homosexuels sont minoritaires. Et alors, on peut légiférer pour que des minorités aient des droits. Alors, je ne sais pas comment il y a des gens qui trouvent mon adresse, mais enfin, ils la trouvent. Et donc, j'ai reçu ça. Tu veux que je te le lise? Oui. Chère madame, c'est une évidence. Aucun enfant ne peut naître naturellement d'une union homosexuelle. Il ne s'agit pas d'une opinion, mais de la réalité. Et c'est bien cette inégalité biologique que les LGBT cherchent à surmonter. Mais alors, si on veut corriger complètement cette inégalité, ça suppose, d'imposer la contraception aux hétéros. Si je comprends bien, on impose la contraception, donc plus aucune fécondité naturelle. Tout le monde devient stérile, donc c'est la stérilisation généralisée des gens. De n'autoriser que les bébés éprouvettes. On aura bientôt des utérus artificiels. On ne ferait plus des enfants par la sexualité, on ferait tout par les éprouvettes. Et donc on a dépassé notre condition sexuée en quelque sorte. 3, de proposer les 10 bébés à l'adoption, indépendamment de l'orientation sexuelle des adoptants. Tous les enfants fabriqués en batterie seraient ensuite proposés en adoption à tout le monde. Si on ne va pas jusque-là, on va de fait créer de nouvelles inégalités. C'est exactement ce qui est décrit dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, le rêve de tous les totalitarismes. Le meilleur des mondes est paru en 1936, et à l'époque c'était de la science-fiction, mais aujourd'hui il est à notre porte. Et vos savantes analyses ne font que le confirmer, cordialement. Des échauffourées lors d'une manif anti-mariage près de l'Assemblée, un barguet attaqué à Lille, des députés PS menacés, les parlementaires qui s'invectivent à l'Assemblée. Mariage pour tous quand ça s'enflamme de la rue à l'Assemblée. Voilà le débat d'Europe à midi. Oui, on est passé en quelques mois de manifestations bon enfant, avec poussettes à l'appui, à des tirs de lacrymogènes, des insultes, des agressions, des descentes dans certains barguets, on l'a dit à l'instant. À l'Assemblée, on était à 2 doigts d'en venir aux mains cette nuit. Nous devons toujours avoir en tête, sur quelque texte que ce soit, la défense du plus faible. Eh bien moi je vous accuse, mesdames et messieurs de la gauche. Ce que vous êtes en train de faire est proprement ignominieux. Vous êtes en train d'assassiner des enfants. C'est scandaleux. Je n'ai pas peur de ce terme. Ce qui me frappe au plus haut point,
c'est que lorsque vous avez tenu ces propos, assassiner des enfants, la veille même, des skinheads avaient saccagé un bar gay à Lille. Faux. Ce sont des propos qui attisent la haine et qui donnent des raisons à ces fanatiques d'agir sur le terrain. Est-ce que vos propos, vous considérez quand même souhaitez faire l'amalgame et aujourd'hui, ces groupes extrémistes? On n'entend plus rien. On n'entend plus rien. On n'entend plus rien. Le peuple de France. Irène Théry, Le président de la République a 20% d'attention. qu'est-ce que ça sous-entend du fond de la société? Non, il y a à l'évidence. Vous êtes sociologue, favorable au mariage pour tous. Il y a à l'évidence un emballement Ouais. très fort aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'à côté de nous, on a fait un mariage de même sexe en Angleterre sans aucun problème dans l'hiver? Pourquoi est-ce que l'Espagne, qui est un pays catholique, pourquoi est-ce que le Portugal ont des mariages de même 13 pays sexe dans le monde pour l'instant, oui, pas mais, tous les pays. Non mais je parle de nos voisins immédiats. Il n'y a aucun problème. Attendez, ça n'est pas une loi pour se connaître la taille des boutons de culotte. Nous avons une société qui est fracturée sur un sujet majeur. Ce sont vos propos La France qui est un pays, fracturent. c'est un pays qui est éruptif. C'est vous qui attisez la violence. Il y a eu un... Non, vous attendez, avez une responsabilité, c'est de condamner les violences plutôt que d'appeler à assassiner des enfants. Mais vous le laissez parler. Il y a eu déjà les propos de Barjot, on n'a pas besoin des propos de Maboul. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Effectivement, quand ça s'enflamme de la rue à l'Assemblée, parfois au studio de radio également, et ce n'est pas totalement terminé. Il y a une manifestation dimanche donc à Paris et un peu partout en France, me semble-t-il, et le vote qui devrait être adopté la semaine prochaine. Comme de nombreux élus, j'ai hâte de célébrer les premiers mariages de ceux et celles qui me l'ont déjà demandé. Alors, s'il vous plaît, mesdames les ministres, ne tardez pas sur le décret, ne tardez pas sur la circulaire. Marions-les dès l'été. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sortez-moi ces excités de l'Assemblée. Monsieur, pas de public. Les ennemis de la démocratie n'ont rien à faire dans l'hémicycle. Sortez-moi ces excités. Allez, que l'on me sorte ces ennemis de la démocratie. Non, monsieur, s'il vous plaît. Que l'on me sorte cet individu. Pas de place pour les ennemis de la démocratie dans cet hémicycle. Sortez-le. Bien, allez. Mes chers collègues, s'il vous plaît, ceux qui n'avaient rien à faire dans cet hémicycle n'y sont plus. Vous vous asseyez. Il ne reste plus dans cet hémicycle que les amoureux de la démocratie. Donc vous vous asseyez. Chacun a retrouvé sa sérénité. Chacun a retrouvé sa place. S'il vous plaît, allez. Un peu de silence pour ce moment important pour notre Assemblée. Je vais donc mettre aux voix le projet de loi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Suffrage exprimé, 566. Non, pardon. Vous voyez l'émotion matin, moi aussi. Votant, 566. Suffrage exprimé, 556. Majorité absolue, 279. Pour, 331. Contre, 225. Après 136 heures et 46 minutes.
colloque à Lyon sur les familles monoparentales début janvier. D'accord. Le colloque de la PGL. Voilà. Bon, alors on se fait la bise. Oui. Merci. Vraiment, c'est une journée. Alors je présente mon futur époux. On s'était déjà vu aussi. On s'était vu là-bas. Merci. Vous allez vous marier? Oui. Ben ouais. Et puis, après combien d'années de vie commune? 27 ans. 27. Alors, on a bien mérité de pouvoir se marier. Bon, on prétendra pas d'avoir des enfants. Ça va être des mariages incroyables. Je sais pas, là c'est quand même, là on reste quand même amer de ce qui s'est passé. Quand on s'est vu début janvier, on n'en était pas là. Les dernières semaines ont été immondes. Même dimanche, j'avais plus le moral. Oui, nous, dimanche, on n'a pas regardé la télé, on n'a pas écouté les médias. Depuis plusieurs jours, on fait le blackout sur tout ça pour pas plus en entendre parler. Mais bon, aujourd'hui c'est bien, mais on sait qu'il va y avoir encore des moments difficiles certainement à supporter. On espère que le Conseil constitutionnel ne va pas... Non, vous allez voir, quand on va voir les premiers mariages, la France, elle va vouloir être avec ses mariages, avec ce bonheur, avec ça. Et après, je suis moins optimiste que vous. C'est sur la filiation que ça va être. Tellement... Vous en avez bavé aussi pendant des années. Et 6 mois, ça a été... Nous sommes vieux. Je viens... une espèce de retour en arrière, quoi. Oui. Elle a permis d'exprimer l'homophobie. On ne pensait pas que la société française en était là, on ne pensait pas. On se croyait intégré à la société, on rasait plus les murs, on était heureux à l'endroit où on vit, à la Croix-Rousse, et on ne pensait pas qu'un jour on aurait à vivre ça. Je dois reconnaître que jamais dans notre vie, on peut dire nos âges, moi j'ai 63 ans, Gérard en a 62, jamais dans notre vie... On a le même âge. Jamais on avait vécu l'homophobie, et là, à nos âges, on a dû la vivre, et ça a été très dur. Et aujourd'hui même, j'ai agressé Barjot devant l'Assemblée nationale. Ah bon, elle était là-bas? Elle était là-bas, elle s'est fait virer de l'Assemblée nationale parce qu'ils ont essayé de perturber le vote. Et comme il y avait quelques personnes devant, quand elle est sortie, elle a été huée. Et j'ai pas pu me retenir, là je l'ai agressée physiquement même, je l'ai prise, je l'ai secouée en lui disant honte à vous. Je pense que ça va être repris par les télés et qu'on va le voir. Et j'étais bien content, là ça m'a vraiment libéré de quelque chose. Oui, ça m'a vraiment libéré, Parce qu'elle dit qu'elle adore les homos, qu'elle fait des bisous. Mais c'est ça le pire, On vous avait dit qu'en mairie du 3e à Lyon, on avait assisté à un débat avec Erwan Binet. Et les opposants étaient venus en nombre et ils criaient « on n'est pas homophobe ». Ça faisait froid dans le dos, ils avaient la bave aux lèvres. Ils criaient « on n'est pas homophobe » et on entendait « on est homophobe et on vous fait du mal ». C'était tellement forcé, tellement pas naturel. Non, et puis elle ne peut pas dire j'aime les homos, etc. Et puis attiser la haine comme ça et s'étonner après de déclencher la violence. C'est pas possible. Ou alors elle est idiote, elle porte bien son nom. Ce slogan horrible, touche pas à mon mariage. C'était horrible ce slogan. Et après elle va dire hé Dominique. Alors vraiment, vous savez, c'est un des plus beaux jours de nos vies. Bravo. Dominique, est-ce que tu t'autorises à te faire la vie? Le Parlement s'est prononcé. Le Conseil constitutionnel a déclaré la conformité du texte par rapport à la Constitution. Je promulguerai donc demain la loi qui deviendra celle de la République.